Moi, je dis, ils sont sympathiques, tous ces maximalistes, etc., tous ces gens qui croient en Bitcoin. Pour moi, c'est les gars qui avaient son chapeau de cow-boy, sa pioche, qui allait vers l'Ouest américain pour miner et pour avoir un peu d'or. Mais au final, en 1912, c'est pas eux qui sont assis autour de la table pour créer la Fed et pour créer... Anis Lajnev, bonjour, je suis content de te recevoir sur Grand Angle Crypto aujourd'hui, merci d'être venu, puisque t'habites à Londres toi. Ouais, bonjour Richard, ouais, j'habite à Londres et finalement je suis passé voir de la famille à Paris, donc ça me fait très plaisir de te voir. Et je t'invite sur Grand Angle Crypto parce que justement t'es pas un expert de la crypto, c'est pas ton truc, t'as pas une boîte dans la crypto, etc. Mais on voulait trouver avec Guillaume un nouveau format. Alors là, on essaye avec toi, où on invite des gens qui ne sont pas de ce monde-là, mais qui y ont un peu réfléchi ou pas, et qui ont un avis contradictoire pour essayer justement de voir comment pensent les gens qui ne sont pas dans ce monde-là. Et est-ce que on pourrait pas, dans le meilleur des cas, trouver des failles intelligentes au système, c'est-à-dire des vrais arguments au-delà de tous les poncifs qu'on peut entendre, ça finance le crime, blablabla. Enfin bon. Et donc voilà, l'idée c'est de réfléchir et de prendre l'objet pour le tortiller sous tous les angles pour voir ce qu'on peut en tirer, quoi. Et comme tu as une vision très particulière de la monnaie, puisque tu as un modèle monétaire en tête sur lequel tu travailles et que tu aimerais bien implémenter, on en discutera, eh ben on peut essayer de le confronter à Bitcoin, qui est aussi une proposition alternative à la monnaie papier pour justement résoudre un certain nombre de problèmes, comme notamment l'aléa moral et l'asymétrie au risque. Parce que le gros avantage de Bitcoin, c'est qu'il est décentralisé, que personne ne le contrôle, et que t'as beau t'appeler, je sais pas quel nom de patron de grosse boîte ou de grande banque, y a pas de porte à aller taper en disant sauvez-moi, je suis en train de mourir. Too big to fail, ça existe pas dans le Bitcoin. Parce que c'est un algo et code is law, et puis si ça t'arrange pas, bah tu vas te faire voir ailleurs. Voilà. Donc toi, quelle est la principale faiblesse que tu vois dans Bitcoin dans le cas d'une adoption, et sans rentrer dans la technique, mais sur le principe d'une monnaie décentralisée qui fonctionne par elle-même et qui prend de la valeur. D'accord. D'abord, là, j'aimerais bien expliquer comment je suis arrivé à Bitcoin. C'est vraiment, avant que je m'intéresse à la monnaie, c'est quand j'étais trader. Je t'expliquais ça en off avant, on a trouvé un trader qui minait le soir des bitcoins avec les serveurs de la banque. Donc ça, c'était assez drôle et je me suis intéressé petit à petit à cette crypto. Et c'est plutôt en 2016, donc quand j'ai arrêté le trading et que je me suis intéressé à la monnaie. Et à un moment, je me suis vraiment intéressé à quelle devait être la monnaie, à quoi elle devrait ressembler. Et c'est marrant parce que je m'étais jamais intéressé au protocole Bitcoin, mais très rapidement, je suis arrivé à quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'est le Bitcoin. Alors, ce que j'aime bien dans le Bitcoin, pour commencer, c'est que c'est une monnaie qui est quasi dure. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est quasi dure? C'est-à-dire que elle est limitée, avec une croissance qui est limitée, et à la fin, on sait qu'il y aura 21 millions de Bitcoin. Et ce 21 millions, c'est clair et non négociable. Je pense qu'il sort pas de nulle part. J'explique dans plusieurs vidéos que, en gros, quand je regarde combien il y a d'or dans le monde qui a été extrait, en gros, on arrive à quelque chose ça dépend des chiffres, mais entre 150 000 et 180 000 tonnes d'or. En gros, ça tient sous l'arc de triomphe et ça fait un cube de 20 mètres de côté. 21, voilà. 21 mètres de côté, donc 21 fois 21 fois 21, ça fait à peu près 29 000 mètres cubes. Et donc, justement, ça m'a vraiment touché. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Tout l'or du monde est concentré dans un cube avec une arête de 21 mètres. C'est fou. Ça tient sous l'arc de triomphe à Paris. Exactement. Voilà. Et donc, j'ai vu, en fait, petit à petit, que Satoshi, ce qu'il a essayé de faire, si c'est une personne ou plusieurs, j'en sais rien, mais ce que ce groupe a essayé de faire, c'est justement de se dire, comment je vais essayer de digitaliser un peu les bons côtés de l'or. C'est ça. C'est comme dit Yves Chouefati, donc gérant de Tobam, qui gère 10 milliards. L'or, c'est du Bitcoin en moins bien. Exactement, parce que tu peux pas le transférer à la minute quelque part. Donc la supply est fixe, la progression, machin, c'est tout bien codé. En gros, c'est l'équivalent de l'or numérique. C'est ça. Mais quand je me suis intéressé à l'histoire aussi, je me suis rendu compte qu'à plein moment dans l'histoire, l'or avait ses failles. Et alors,
on n'en a pas parlé avant de ça, mais quelles sont les failles de l'or? Déjà, l'utilité de l'or, c'est qu'il est limité, comme on a dit, et donc on n'est pas dans un monde fini, et Dieu merci, ce monde-là n'est pas fini et la croissance n'est pas infinie, et donc ça permet de vivre au rythme de la planète et du temps. C'est-à-dire que quand on regarde la croissance de l'or, sur une longue période, parce que avec les moyens d'extraction, bien sûr, cette croissance a augmenté avec le temps, mais en gros, on est dans une croissance de 2-3% par an sur une longue période. Ce qui est pas très loin de l'augmentation de la productivité humaine. C'est pour ça que ça marche. C'est crapoteux, des fois ça hoquette, mais globalement, c'est ce qui marche le mieux. Voilà. La croissance autour de 3%, il y a des papiers universitaires qui sont sortis sur ce chiffre magique, c'est quasiment la croissance idéale pour vivre. C'est productivité plus croissance démographique. T'as 1,5% de productivité et 1% de croissance démographique et ça te fait plus ou moins 3%. Quoi. Après, bon, ça se mord la queue parce que plus t'as de croissance, plus t'améliores la santé et plus t'as d'enfants, etc. Et plus, justement, la démographie augmente. Mais en gros, un bon rythme, c'est autour de 3%. Donc ça, c'est les bons côtés de l'or. Mais quel est le mauvais côté de l'or? C'est que, comme il est en très peu de quantité, une fois qu'il est concentré, comme les gens ont confiance dans l'or, ils émettent leur confiance dans l'or. Parce que, qu'est-ce qu'a fait l'or, en gros? C'est juste remplacer les lignes de crédit dans le commerce. Et donc, en gros, quand je paye avec une petite pièce en or, je me libère de mon crédit. Ok? Donc, je ne dois plus rien à personne. D'ailleurs, celui qui mine l'or, celui qui a été le chercher, ce qui est exactement ce que sont en train de faire les mineurs sur le Bitcoin. Il est mineur. Il a donné son travail à la société. Il a été le chercher l'or. Et lui, quand il a l'or, il est libre de dette. Cet or, il en fait ce qu'il veut. Il peut aller chez un commerçant qui est libre ou pas de le prendre et de s'acheter ce qu'il veut. Ou se les mettre en boucle d'oreille, il fait ce qu'il en veut. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, la monnaie, c'est pas le travail qui précède la consommation, c'est la consommation et le crédit qui précèdent le travail. C'est-à-dire que d'abord, il y a un marketing qui est fait pour créer une envie, pas un besoin, mais une envie. Vous allez chez le banquier, il vous donne un crédit, ça crée la monnaie, vous consommez, et après, vous devez travailler. En fait, ça inverse les valeurs parce que techniquement, inverse complètement le cycle. En général, avant d'aller chercher à manger, il faut avoir faim. Et c'est pas quand on a mangé que on aura faim derrière. Il y a une inversion, en fait. Incroyable du cycle économique. Et ça permet aussi le levier. De donner l'argent d'abord et de le rendre après. Ça permet de faire du levier et ça peut être très bien quand c'est bien géré, mais en général, on le gère très mal et du coup, ça fait des catastrophes. Voilà. Et c'est pour ça que le Bitcoin est plus naturel que la monnaie dette. Donc, au départ, on a une préférence pour l'or et le Bitcoin plutôt que pour la monnaie dette. Mais quels sont les mauvais côtés? C'est justement cette histoire de, une fois que les gens vont avoir l'amour de l'or, vont comprendre sa puissance. Alors ça, c'est un peu compliqué. Ce que j'ai vu qu'a fait l'or aussi, c'est de décomplexifier 2 fois les échanges économiques. D'abord, comment? Quand vous avez, par exemple, 1000 produits, si je veux voir la matrice de correspondance des prix entre les 1000 produits, en fait, il faut que je fasse 1000 fois 1000 divisé par 2. Ça fait un chiffre énorme. Alors que si j'ai l'or comme pivot, j'ai besoin de connaître la correspondance entre les marchandises que 999 fois. Donc, on passe d'une complexité qui est à peu près de 500 000 à une complexité qui est de 999. C'est énorme. C'est une révolution. Bitcoin ça permet de faciliter les échanges, mais de folie. Ça fluidifie tout. Et en fait, ça permet de faire monter ce qu'on appelle l'indice de complexité de l'économie, c'est-à-dire qu'on peut coopérer à plus grande échelle sans se connaître, et c'est comme ça qu'on peut faire des fusées. Sans la monnaie, il n'y a pas de fusée. Exactement. Et il n'y a pas de crayon de papier, voilà, pour citer Milton Friedman. Donc, c'est un vrai truc, la monnaie. L'autre truc qu'il y a avec l'or, c'est qu'en fait, c'est l'ancêtre de notre banque centrale. Pourquoi? Ça décomplexifie de la même façon une autre dimension, qui est celle de ce qu'on se doit les uns les autres. C'est-à-dire que si on a 1000 producteurs qui ont produit ces 1000 produits, si on doit voir les correspondances qu'il y a entre ces 1000 producteurs... Qui doit qui à quoi? Voilà. Il y a 500 000 correspondances encore. Ouais. 499 500. Et il faut aller demander aux vieux du village ce qu'on faisait avant pour arbitrer les conflits. Et il se plantait une fois sur 2, mais au moins on se calait sur lui. Voilà. Mais c'était crapoteux et ça marchait pas bien. Alors que quand t'as l'or qui centralise tout ce qu'on se doit les uns les autres,
on a besoin de connaître 999 lignes. C'est est-ce que tu as de l'or ou est-ce que tu en dois? C'est tellement facile. Voilà. Et ça, c'est une centralisation, c'est ce qu'on appelle la compensation. Ça compense la dette qu'on a les uns envers les autres. Et donc, c'est une révolution extraordinaire. Mais une fois que tu fais ça, il est trop puissant le produit. Il est trop en quantité limitée, c'est pour ça aussi qu'il est puissant. Et donc, tout le monde va avoir cet amour de l'or. On se transforme en Gollum. Voilà, et on va concentrer notre amour dans mon précieux. Voilà. Dans mon précieux. On devient barjot. L'or rend dingue. On disait l'or des fous. Mais parce qu'on en devient amoureux. Bah oui. C'est pour lui-même. Bah parce qu'il concentre sur lui la foi. Je le vois aussi avec les maximalistes. Alors là, peut-être c'est l'occasion de leur dire, les gars, faut prendre un peu de recul. C'est du Bitcoin, les mecs. Exactement. Et donc, il faut prendre un peu de recul. Pourquoi? Et moi, quand je vois les conflits qu'il y a, les conflits sociétaux ou les conflits géopolitiques, et je me dis que c'est deux mondes qui, en gros, sont un peu comparables. Parce que si l'or concentre la confiance, celui qui possède l'or va pouvoir détourner la confiance, tous les faisceaux de confiance des gens, des petits gens qui se concentrent sur l'or, va pouvoir le détourner pour prendre le pouvoir et maîtriser les petites gens. Alors, la même façon, comment tu fais ça? Explique. Par exemple, si on prend il y a tellement de cas dans l'histoire, on va prendre juste un cas particulier. Quand les États-Unis ont concentré 2/3 des réserves d'or de toutes les banques centrales mondiales, avec à peu près 21 000 tonnes sur les 32 000 qu'avaient à ce moment-là les banques centrales, voilà, ils ont dit, bon les gars, c'est nous qui avons tout l'or, venez, on va créer $1 qui va devenir une monnaie internationale, et vous inquiétez pas, il sera backé par de l'or. Mettez vos réserves d'or chez nous, et on va gérer ça en bon père de famille. Il faut raconter, parce qu'à l'époque, il y avait Keynes qui avait inventé le Bancor. Donc le Bancor, en gros, c'est une monnaie internationale qui était censée être une monnaie de règlement des comptes entre banques centrales, et c'était appuyé sur un panier de monnaie et un panier de matières premières aussi, il me semble. Donc c'est le truc, mathématiquement et financièrement, moi, que je trouve plutôt parfait, parce que t'as pas besoin d'un étalon. L'étalon, c'est une moyenne de tout ce qui existe, en gros. Et ben, les États-Unis, avec Hayek, ils lui ont dit, mais c'est super, mec, ton truc et tout. Mais tu sais quoi? On va pas le faire. on va prendre juste l'or et juste les États-Unis. Si ça t'embête pas, on va garder le pouvoir monétaire chez nous. Exactement. Et derrière, ils ont donc eu la confiance chez eux, ce qui leur a permis d'être encore plus hégémoniques, créer des guerres impérialistes, des guerres néocoloniales, aller faire la guerre là et là pour les matières premières, nous imposer leurs lois, nous imposer SWIFT. Au départ, SWIFT, c'était super sympa. Hein. Mais ça, ils l'ont imposé sur un crime, oui. Enfin, sur une trahison, parce qu'ils ont dit, nous, on a de l'or, on peut financer $1, une pièce d'or, pour faire simple. Et c'était 30 grammes d'or, je crois. Et à un moment, pour financer les guerres, ils ont dit, nous, on a de l'or, mais ils envoyaient des dollars, ils envoyaient pas de l'or. Donc, ils ont décorrélé la masse monétaire de la masse d'or bien avant la fin de Bretton Woods. Et c'est pour ça que tonton de Gaulle, quand il a vu qu'il y avait des dollars partout, mais que l'or, il y en avait toujours autant, il a envoyé les bateaux à New York en disant, si c'est convertible, si ça vous fait rien, on va convertir. Et peu de temps après, les Américains ont dit, bon, ça y est, on arrête. Ce qu'a fait De Gaulle, en fait, c'est ce qui s'est passé aussi avec la Bank of England en 1799. C'est le premier bank run international, en gros. C'est ça. Parce que De Gaulle, il faisait des bank runs. Voilà, c'est ce qu'il a provoqué. Mais les Anglais avaient compris ça aussi, les Allemands avaient compris ça aussi. C'est pour ça qu'en 71, Nixon, en août 71, il a dit, bon, on arrête les conneries. Mais du coup, le crime sur l'or avec les États-Unis et Bretton Woods, il s'est fait parce qu'on a décorrélé, on a fait de l'or papier. Le dollar, c'était de l'or papier. Mais moi, je prends un peu plus d'auteur, je me dis, c'est un manque de parole des États-Unis. C'est-à-dire, c'est une rupture de la confiance. Mais ils avaient la capacité de le faire, parce qu'ils ont fait de l'or papier. On peut pas faire du papier Bitcoin. Ils sont financés par de la dette. Ouais. C'est ça. Oui, mais de la dette papier. Ouais, de la dette papier. Pas de la dette or. Ouais, c'est pour ça que De Gaulle a sorti son argent. Mais en fait, c'est une rupture de la confiance. Et quand je vois tous les problèmes qu'on a, alors là, je vais dévier un peu. Mais quand je regarde, c'est quoi les guerres de religion au Moyen-Âge? C'est en gros, l'Église catholique avait le contrôle sur la Bible. Et à un moment, il y a des gens qui disent non, on va l'imprimer nous-mêmes. Et chacun va avoir une relation directe avec Dieu. Ce sont les protestants. Et comme par hasard, les protestants derrière vont dire on va libérer aussi l'usure du moment que on fasse payer aux riches, mais pas aux pauvres. Parce qu'au départ, c'est lié sur ça, la laïcité de l'usure.
des protestants. C'est Calvin qui dit ok, pour ce qui est de l'activité productive, moi je suis pour libérer l'usure. Et c'est pour ça qu'il va se retrouver en Suisse, qu'il va se retrouver aussi à Londres. Et c'est pour ça que c'est ce monde protestant. Et en Allemagne. Ouais, en Allemagne, ce monde protestant, en fait, là, est hégémonique. La plus grande banque du monde, c'est JP Morgan. Et ça a plutôt pas mal marché, hein, la Suisse, l'Allemagne, Londres, tu vois, c'est des trucs... Donc en Europe, on a vécu cette histoire où des gens vont vous dire, nous, ce qu'on veut détourner comme confiance, c'est la confiance qu'ont les gens en un livre. Et si on maîtrise ce livre, et si on l'a, on maîtrisera les gens politiquement. Un registre de compte même. Voilà, un ledger. C'est le ledger. C'est le ledger number one. Et c'est marrant parce que de nos jours, quel autre livre religieux est détourné à des fins politiques? C'est le Coran. Et donc, ce qu'on est en train de vivre, le choc des civilisations, c'est pas un choc entre l'or, on a vu, il a des bons côtés, et non pas entre des livres religieux qui ont des bons côtés, quand on a la foi et qu'on veut faire le bien et qu'on veut juste bien se comporter. Mais personne n'en veut à l'abbé Pierre. Voilà. Mais à la fin, ce qui se passe, c'est des gens qui ont détourné pour s'accaparer les richesses et s'accaparer le pouvoir, et d'autres gens qui sont accaparés le livre, l'ont détourné, l'ont interprété à leur sauce pour justement s'accaparer ce livre et maîtriser politiquement les autres. Et c'est marrant parce que quand on regarde un peu le monde arabe, c'est quoi sa tare? Ce sont les dictatures politiques. Quand on regarde le monde capitaliste, c'est quoi sa tare? C'est cet amour de l'argent, cet amour infini de l'argent. Donc dans les deux cas, on a détourné des registres. Voilà, exactement. C'est les premiers registres, c'est les premières blockchains. Bah oui. Bah tu regardes par exemple le Coran ou même ce qu'on appelle les hadiths, c'est-à-dire c'est quoi en fait? C'est des blockchains. C'est un tel qui a dit qu'un tel, un tel et un tel, et on est sûr qu'il s'est jamais trompé parce qu'il a jamais menti ce gars-là. Et c'est une chaîne de transmission en fait. Et en fait, loin d'être parfaite, qui s'est beaucoup modifiée avec le temps et tout. Exactement. Mais petit à petit, comme c'est pas une vraie blockchain, on a pu en tirer par moment ce qui nous intéressait politiquement, pour à ce moment-là faire ce qu'on voulait faire politiquement. Et donc c'est ça un peu le danger de l'or. L'autre danger de l'or... danger de l'or, c'est quand il est devenu papier, parce qu'il n'était pas pratique. Ah, ben c'est là, parce que c'est à ce moment-là que quand l'or est devenu papier, c'est là aussi qu'il y a eu cette rupture de la confiance. Et c'est là où les bitcoins... La monnaie de dette, c'est qu'une rupture de la confiance. C'est ça. Parce que le principe, déjà je le répète partout, les gens ont du mal à l'imprimer, le principe de l'argent dette fonctionne très bien si on respecte le modèle à la lettre. Mais il est tellement facile à pervertir quand on a le pouvoir qu'il n'a jamais été respecté. C'est tout à fait ça. Et les bitcoiners diront, l'or ça n'a pas marché parce qu'on l'a associé à de l'or papier. Et on a triché sur le papier, et la confiance elle est passée à la trappe avec. Et bitcoin ça marchera parce que on peut pas pervertir Bitcoin, parce que tout le monde peut avoir son wallet chez soi. Voilà, alors là tu peux pas faire du Bitcoin papier. Alors plus je pousse sur le Bitcoin et plus je me dis en fait c'est de l'or digital et qu'on va arriver à Bretton Woods, parce que on sait très bien que l'utilité du Bitcoin ça ne sera jamais d'être une monnaie. Quand je dis une monnaie utilisée par Monsieur Lambda. Alors pas si sûr, parce que justement le problème de l'or, c'est que c'est un truc fondamentalement pas pratique. C'est le truc le plus pratique parmi tous les trucs pas pratiques. C'est-à-dire c'est plus pratique que les cailloux, les coquillages, les bâtons, mais fondamentalement l'or c'est la galère. Tu peux pas y couper en 100 millionième, tu peux pas faire un tas de choses. Bitcoin, tu peux. Et la différence, c'est que sur Bitcoin, tu peux ajouter des couches, comme le Lightning Network. Et là, tu peux faire de l'instantané, des millions de transactions, pas de problème. Voilà. Alors, par contre, ce que tu pourras jamais faire sur le Bitcoin, c'est que il est en quantité finie, et à partir du moment ceux qui vont concentrer sur leur richesse, parce que c'est possible, vu que c'est en quantité finie comme l'or, eux peuvent imposer ce que j'appelle le Bretton Woods 2.0, c'est-à-dire de dire, ce qu'on va faire, c'est que le Bitcoin va servir juste des talons et en fait, c'est exactement le discours de Gaulle, de permettre de faire en fait des gros échanges quand les balances commerciales sont trop grosses entre les pays, entre des multinationales, etc., pour faire des gros transferts. Et derrière, on va créer des couches, et sur ces couches-là, en fait, on va créer d'autres cryptos qui vont permettre de faire les échanges. Alors, d'autres cryptos, là, je t'accompagne parce que, effectivement, mais on peut créer justement des couches sur Bitcoin qui sont pas d'autres cryptos. C'est comme le Lightning Network. Mais en fait, la grande question, c'est qui va créer ces couches? Si c'est créé comme Bitcoin par des anonymes et qui donnent ça à la communauté, ce sera auditable, transparent, etc., etc. Donc, on saura comment ça marche. Mais moi, ce que je vois,
c'est que c'est plutôt des mecs comme Binance, comme Coinbase, comme des grosses boîtes qui vont concentrer ces services. Et en fait, le match, c'est génial parce que l'or, en fait, t'avais pas trop le choix, ou non, tu te retrouves avec un souverain. Parce que franchement, mettre une tête et un chiffre sur une pièce en te disant c'est cachère, tu peux y aller, c'est 35 grammes d'or et t'as pas besoin de te taper la balance, le son, le sonnant et trébuchant. T'es obligé de centraliser pour avoir un système or qui marche bien. Sur Bitcoin, en théorie, tu n'en as pas besoin. Et ça, c'est pour ça que je crois dans Bitcoin, parce que tout le monde peut avoir son wallet, son machin, son truc. Mais c'est tellement facile et c'est tellement tentant de mettre ton argent chez Binance et que lui, il retrouve une centralisation et il te dit, t'inquiète, ils sont là, tes bitcoins, cherche pas à les compter. mais c'est ce qui se passe. J'ai écouté 5-10 minutes d'une conférence de Surfing Bitcoin où le gars a dit, et là j'ai vraiment... Alors qui le gars? Parce que... C'est un des gars, je sais pas, j'ai regardé à peine 5-10 minutes un moment. D'accord. Et le gars dit, j'ai halluciné pendant que je mangeais avec tout le monde, le nombre de gens qui n'ont pas leur propre wallet. Mais c'est évident. Mais c'est hallucinant parce que c'est la crème de la crème des cryptos qui allait à Biarritz à ce moment-là. Et donc je me suis dit, mais c'est incroyable que ça soit le cas parce que si t'as pas ton wallet, c'est pas tes bitcoins. Not your keys, not your bitcoin. Et pour en fait, sûr. Mais c'est pour ça qu'il y a une rupture de confiance. Et on le voit avec en Afrique du Sud, en Turquie. Il y a eu énormément de scandales où les gars sont partis avec des milliards parce que qui est capable d'utiliser son propre wallet aujourd'hui? Bah en fait, pour l'or, on pourrait dire not your vault, pas ton coffre, not your gold. Bah, exactement, et c'est pour ça que moi je pense que si le Bitcoin à un moment va réussir, c'est parce qu'il va être utilisé par des gens qui puissent contrôler techniquement justement leur wallet et qui puissent faire leur transfert, etc. Et l'autre point que j'aime pas dans le Bitcoin, et ça c'est fondamental, ça c'est le point central. Donc juste pour dire, une des façons dont Bitcoin pourrait échouer, c'est, moi je dis souvent, nos grands-parents se sont battus pour notre liberté, notre privacy, je sais pas comment on dit, aide-moi, tu sais, ta privacy, la liberté de cacher les choses, quoi. Ouais. Et nous on l'a donné à Facebook gratuitement, pourquoi? Parce que c'est cool, il y a des photos de chats. On a tout donné à Facebook, alors qu'on s'est battu pour avoir cette individualité avant. Et pour Bitcoin, le risque pour moi, c'est qu'on devienne feignant, et qu'on se dise, putain, quand même, Binance, Crypto.com, etc., c'est tellement facile, allez, je les mets là-bas et il fait pour moi. Et là, t'as donné les clés de ta baraque. J'aimerais bien qu'on fasse une enquête et sur 9 personnes sur 10, ah non, moi c'est 10 sur 10 déjà, c'est pas 9 sur 10, quand les gens me disent, ah, je commence à acheter des bitcoins, etc., mais je dis, mais ils sont où? Ils sont où? Bah, je suis chez Binance, je suis chez Crypto.com. Mais t'as rien compris, ça sert à rien dans ce cas-là. Oui, mais ça fait que de monter. Et tu vois, c'est ça qui me pose comme problème, parce que moi, ça m'intéresse pas que ça monte ou que ça descende, que ça soit un produit spéculatif ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire comment on peut créer une monnaie qui soit politiquement forte. Et ben, alors après, la parade de ça, c'est que là, du coup, t'es plus dans le monde du physique, parce que l'or, une fois que les banquiers se sont appropriés l'or, t'es planté. Une fois qu'ils t'ont fait l'or dollar, t'es planté. Le gars, il contrôle tout, il a la police, il a tout ce que tu veux. Mais Bitcoin, c'est une monnaie, c'est une crypto. Et en fait, le jour où on se rend compte que ça déconne, et que, tu fais autre chose à côté. Et tu peux essaimer assez facilement parce que c'est de l'information, ça va beaucoup plus vite, tu te restructures beaucoup plus vite. Et le jour où on s'aperçoit que le système est cheated, quoi, il est fucké, il est vraiment gangréné, et ça marche plus, et il y a plein d'alternatives autour. Tu peux même imaginer de forquer le réseau en disant, nous, allez hop, on refait le nôtre, le même à côté, mais il n'y a pas les ci ou les ça. Et si il y a une puissance de créativité et de renouvellement qui est beaucoup plus forte. Avec l'or, t'es cuit. T'es optimiste là, parce que en fait, oui, il faut bien. Ce qui fait la force du Bitcoin, d'abord, c'est le réseau. Ouais. Numéro 1. Même avant même le protocole. Comme tu as dit, le protocole, on peut le dupliquer. Ouais. C'est de l'open source. Donc, ce qui fait, c'est que c'est sa primauté, c'est le livre blanc, c'est Satoshi, il y a un prophète, il y a un livre, il y a le Bitcoin, il y a de la confiance, il y a même des fanatiques du Bitcoin, ce sont les maximalistes. Il y a des maximalistes gentils, mais il y en a qui sont juste démesurés, on les voit sur les réseaux sociaux. Buy Bitcoin, Bitcoin Fix It, ils sont là, c'est vraiment, ils ont un catéchisme, des paroles quasiment qui... Ouais, c'est les prêtres de Bitcoin. Ah ouais, exactement. On pense à Michael Saylor, c'est quoi le plan B? Il n'y a pas de plan B, Bitcoin. Exactement, et donc c'est un danger, et toi, tu es en train de dire non, on pourra en bouger, non, parce qu'une fois qu'il y a la confiance dans l'or, et que cette confiance est ancrée,
l'or est dans notre tête, dans notre imaginaire. Et ben, tu vois, je sais pas si aujourd'hui on n'est pas beaucoup plus rapide. Parce que quand l'or s'est imposé sur des milliers d'années, parce que t'avais le chameau, mec, pour te balader. T'avais le cheval. Il y a pas plus pourri et lent, quoi. Je veux dire, on savait même pas si la Terre était ronde ou plate. Alors c'est peut-être un mythe, hein, mais parce que à ce qui paraît c'est un mythe, la ruée vers l'or, 1840, etc. Moi je dis, ils sont sympathiques tous ces maximalistes, etc. Tous ces gens qui croient en Bitcoin. Pour moi, c'est les gars qui avaient son chapeau de cow-boy, sa pioche, qui allait vers l'Ouest américain pour miner et pour avoir un peu d'or. Mais au final, en 1912, c'est pas eux qui sont assis autour de la table pour créer la Fed et pour créer justement ces 12 banques régionales qui contrôlent aujourd'hui la monnaie et la création monétaire aux États-Unis. Ce ne sont pas eux. Et donc, je me dis, bon, là, ça a pris, on va dire, 70 ans. Mais comme tu dis, dans ce monde digitalisé où tout va plus vite, où tout va trop vite même, on va peut-être créer rapidement moi, il y a un truc le Bitcoin papier. Non, on va créer ce Bretton Woods 2.0. C'est-à-dire qu'on va arriver où des gens vont dire, nous, on a assez de Bitcoin pour imposer la règle. Et le gros danger qu'il y a dans le Bitcoin, c'est qu'ils ne font pas. C'est-à-dire qu'il est accumulable. C'est une monnaie qui est le contraire de la monnaie dette, qui permet la thésaurisation. Plus tu thésaurises, thésaurisation, c'est-à-dire garder ta richesse, ne pas la dépenser. C'est en mode Gollum, quoi. Mon précieux, je garde, voilà. Plus j'en ai, plus je suis content. Le dragon sur son tas d'or. Bah oui, ça me rassure. Parce que plus j'accumule de la richesse, plus j'accumule de l'argent. C'est le doudou des adultes. Oui, mais j'accumule du temps de vie des autres, de l'énergie. Et donc, ça me donne l'impression d'une vie infinie, en fait. Et donc, justement, ça pousse. Et tu les vois, hein. Hodl, tu vois. C'est limite leur cri de guerre, hodl, tu vois. Et leur cri de guerre, hodl, qu'est-ce que ça veut dire? Accumulons, gardons nos bitcoins. Pourquoi? Parce que, en gros, le bitcoin est tout sauf inflationniste. Et plus on va le garder, et plus il va prendre de la valeur. Alors là où la monnaie dette, qui perd de sa valeur avec le temps à cause de la création monétaire, parce qu'il est inflationniste, et que j'appelle ça la fonte, l'inflation, c'est de la fonte, en fait, de la monnaie. Parce que c'est peut-être écrit toujours 100 € sur votre billet, mais vous achèterez beaucoup moins avec dans 10 ans. Donc, là où l'autre est le feu, qui permet d'accélérer le temps et faire circuler l'argent très très vite. Bitcoin, c'est la glace. C'est Bitcoin, voilà, c'est l'âge de la glace. Et moi, quand je regarde comment les banquiers, comment les usuriers ont pris le dessus, et c'est parce qu'il y a eu énormément de thésaurisation sur l'or. C'est-à-dire qu'à un moment, des gens ont thésaurisé l'or, l'ont accumulé, ils ne savaient pas quoi en faire, ils avaient peur de le perdre, donc c'est l'histoire des wallets, là. Ils l'ont confié à des orfèvres, à des banques dans le nord de l'Italie, ou ce que tu veux, tu vois, les ancêtres des banques. Et les gars se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ce stock d'or ne bouge jamais. En fait, les gars, ils thésaurisent. Et donc, on va faire en sorte de le faire circuler, et justement, en le prêtant avec intérêt. Et derrière, ils se sont dit, mais c'est con cette histoire, on va créer la monnaie papier, en fait, qui est... Et c'est beaucoup plus simple et la monnaie papier circule beaucoup plus facilement. Alors il y a une différence aussi, c'est qu'un bitcoin, il est infiniment découpable. Alors, un bitcoin, tu peux le découper en 100 millions. Donc même s'il y avait que un bitcoin qui restait en circulation dans le monde, il y en aurait assez pour tout le monde. Ça veut dire, tu pourrais découper tous les satoshi que tu veux, tous les décimales que tu veux. Je suis tout à fait d'accord, mais il y a quelque chose... Ce qui n'est pas possible avec l'or. Alors, il y a quelque chose qui est pas possible avec le bitcoin, c'est que comme il est thésaurisable, comme on peut y appliquer des intérêts, et j'invite les gens à aller justement sur tous ces plateformes de défis. C'est pour ça que les gens mettent leur bitcoin dans des plateformes, c'est pour toucher un taux d'intérêt. Bah oui, quand tu regardes, tu vas sur la DeFi, la finance décentralisée. J'ai failli dire défiscalisée. C'est pas faux non plus, mais... Pas encore. Et en fait, quand tu vas sur la DeFi, tu regardes, les taux qui sont appliqués sont délirants, en fait. Et qu'est-ce que ça va faire, ça? C'est qu'à la fin, ça va permettre justement d'accumuler de l'argent. Et en fait, on est en train de passer d'un système où on veut comprendre l'accumulation de la richesse par une autre accumulation, ça sera d'autres acteurs. Aujourd'hui, ça ne se vérifie pas en réalité, parce que moi, j'ai parlé à beaucoup de bitcoiners qui ont eu du bitcoin en 2011, en 2012, et en vrai, tu l'achètes à 10 balles, le truc, il passe à 100, tu deviens dingue, tu vends. Parce que tu dis, c'est pas possible, ça ira pas plus haut. Tu fais x10.
Et en réalité, aujourd'hui, en tout cas, peut-être plus tard, j'en sais rien, moi l'avenir, c'est pas mon problème, mais aujourd'hui, on n'observe pas cette concentration, parce que quand les prix montent, les gars, à un moment, ils disent non mais c'est bon, j'achète ma baraque, je profite quoi. Il y a pas encore les dragons. Mais alors, on en a parlé dans une autre vidéo, mais le Bitcoin n'empêche pas l'accumulation par le taux d'intérêt qui est de nature exponentielle. Structurellement, il l'empêche pas. Et en fait, ce qu'on va faire, on va juste créer d'autres maîtres, de futurs maîtres. C'est-à-dire que quand on regarde bien, qu'est-ce qui s'est passé avec la révolution? Donc tout à l'heure, ce qu'on a dit, c'est qu'à un moment donné, quand les banquiers sont accaparés l'or, et que un peu la guerre des religions, c'était un peu la guerre de l'or contre la Bible, en gros, qui allait. Ouais. Et ben là, ce qu'on va faire, c'est si la Révolution française, c'est justement ceux qui avaient l'or, c'est-à-dire les banquiers qui ont gagné sur le roi et sur l'Église, complètement, c'est la victoire quasiment finale, ou quasi finale, 1905 peut-être, c'est la victoire finale des banquiers sur l'Église, qui est passée au rang de plus rien en France, en fait. Quand tu regardes, on est passé à des maîtres économiques qui sont des maîtres usuriers, c'est-à-dire la finance. Là, on va peut-être passer à des maîtres qui sont financiers et en même temps geeks. Ça sera nos futurs maîtres. Et si tu couples ça, alors moi j'appelle ça le marteau et l'enclume, aux GAFAM, c'est-à-dire parce qu'on va dans un monde de plus en plus digitalisé, numérique, c'est-à-dire où les... il y a quelques paires de geeks qui ont déjà bien fait fortune avec les GAFA. Ouais. Moi, je dis toujours le banquier. C'est celui qui connaît notre futur ou qui croit le connaître et qui le ramène à aujourd'hui. Les GAFAM sont ceux qui connaissent notre passé numérique et qui peuvent prédire à peu près ce qu'on risque de faire dans le futur. Si le pouvoir des uns et des autres, parce que c'est ce que veut faire Facebook avec l'ancien Libra qui est le Diem maintenant, ou c'est ce que veut faire par exemple Amazon qui va de plus en plus vers le paiement, etc. Si à la fin, ceux qui ont le pouvoir financier et monétaire sont les mêmes que ceux qui ont le pouvoir de connaître notre passé numérique, on va être pris complètement entre le marteau et l'enclume. Et donc, en fait, celui qui connaît notre passé et notre futur, moi je pensais que c'était que Dieu. Là, on va avoir quasiment des maîtres qui pourront faire ce qu'ils veulent de nous, en fait. Des Binance, quoi. Voilà, c'est ça qui est flippant. Et c'est pour ça que moi, je suis contre pas contre. Mais ce qui me dérange dans le Bitcoin, c'est qu'on essaye de trouver une solution numérique, une solution technique, une solution par les chiffres, par l'intelligence, à un problème qui est d'abord humain. Et pour moi, la monnaie doit incorporer de l'humain d'abord. Comment, les gars, on peut se faire confiance entre nous? Pour moi, le problème de la monnaie, il est démocratique. Exact. C'est-à-dire que... Est-ce qu'on va l'avoir avec le Bitcoin s'il est se concentrer entre quelques mains? Est-ce que cette démocratie peut être appliquée? Moi, je suis pour une monnaie en théorie, où chaque nœud de la monnaie qu'on utilise est une voix. Une voix démocratique. Une personne. Et tu vois, ça c'est vraiment génial parce que quand on parlait d'épreuves d'enjeu, d'épreuves de travail, alors je vais pas t'emmener là-dessus parce que c'est technique et tout, c'est pas tes sujets, mais il y a un truc qu'on pourrait imaginer, c'est la preuve d'humain. C'est-à-dire que tu ne peux être un nœud que quand tu as prouvé que tu étais un individu avec une conscience et une âme. Et on peut pas répliquer les humains, tu vois. Enfin, on pourrait être bribe, on pourrait te pervertir, on achète ta voix. Mais voilà. Et ça nous ramène toujours au même problème. Bitcoin, ça pourrait super bien marcher dès l'instant que chaque personne garde sa clé et exerce sa souveraineté personnelle. Mais on sait pas faire ça. C'est un truc de fou. Tu promets 10% de rendement à quelqu'un et sa souveraineté, il te la donne, mais comme ça, sur la table. Et parce que les premiers qui le font vont devenir riches. C'est un truc de barjo. Et même la démocratie. Et je comprends pas pourquoi on prend toujours l'Allemagne en exemple, alors qu'on a la Suisse à côté. Les mecs, ils votent tous les 3 mois. Grand max. C'est-à-dire que souvent, c'est plus court que ça. Et ça marche du feu de Dieu. Le poids de l'État, il est à 30-35% depuis des décennies et il bouge pas. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'exercer un pouvoir démocratique? Moi, je suis un grand fanat du RIC, du référendum d'initiative citoyen. Et je dis, mais même si on était des citoyens complets, la monnaie dette, ça poserait aucun problème. Tu vois, c'est pas la technique qui pose problème, c'est pas le modèle. C'est dans la caboche. Et le Bitcoin, moi j'adore ça parce qu'effectivement c'est en transition et effectivement ceux qui l'achètent aujourd'hui seront sûrement plus riches demain. Mais ça résoudra pas le problème de fond, le citoyen complet, quoi. Je pense que je suis suivi par beaucoup de gens de Bitcoin parce que ça fait longtemps que je dis mais
Alors moi, je suis gentil, je dis, il y a tellement de confiance concentrée dessus. Et c'est ce que je te disais avec le réseau et la primauté, le livre, Satoshi, etc., que ce truc ne peut que monter. OK ? À l'époque, hein, mais ça valait rien, ça valait $1000. Il y en a un autre, j'ose pas dire son nom, mais lui, j'aime bien, il disait une autre chose. J'aime bien. Les bitcoiners vont pas aimer. Il dit, la connerie humaine est infinie. Et lui, c'est Peter Schiff, ça, non? Non, un équivalent, quoi. C'est un équivalent français. Et il dit, oui. Et il dit, comme la connerie humaine est infinie, et ben comme le Bitcoin est une connerie, je pense pas que c'est une connerie moi, mais bon, lui il pense que c'est une connerie, et ben ça peut monter à l'infini. Ouais. Mais pour revenir à ta question, en fait, il y a un lien entre la monnaie et la démocratie. C'est que on n'a plus de penseurs de nos jours. On a eu Montesquieu ou Locke, donc les Français vont dire que c'est Montesquieu, les autres vont dire que c'est Locke, et donc qui a théorisé la séparation des pouvoirs. Mais à son époque, il voyait que 3 pouvoirs. Voilà. Et pour lui, il voyait le législatif, le judiciaire et l'exécutif. Ouais. Mais il en a raté un parce que pourquoi ? Ce sont les médias. À l'époque, c'était l'Église. Et un autre, le monétaire. Et le 5e, c'est le monétaire qui est le plus important pour moi. OK ? Parce que c'est lui, quand tu regardes, qu'est-ce que ça veut dire économie ? C'est la gestion des affaires de la société. Quand tu regardes, il faut toujours revenir, quand on parle de finance ou d'économie, à l'étymologie. C'est vraiment le conseil que je vais donner aux gens. Jamais j'ai compris plus la monnaie qu'en allant sur l'étymologie. Et ça dépend des langues. Hein. Quand tu vas en Allemagne, tu regardes comment ils disent dette, c'est Schuld. C'est-à-dire, c'est la culpabilité. Ouais. Quand tu vas voir au Mali, en bambara, comment ils disent la dette, c'est Djourou, la corde au cou. Chez les Grecs, c'est Oikosnomos, c'est la gestion de la maison. La maison, voilà. La gestion de la maison, ouais. Exactement. Donc, il n'y a pas plus important que ça, en fait, politiquement. Et aujourd'hui, avec l'argent, t'achètes tout, donc le ciseau bat le papier, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, le pouvoir le plus important est entre les mains d'institutions privées, qui sont les banques commerciales. Ouais. C'est hallucinant. Et quand tu dis, mais non, mais la BCE, c'est public, etc. Bon, on va voir qui est à la tête de la Banque de France, qui représente à peu près 15% de la BCE. Et quand tu vas voir aussi dans les petits comités de la BCE, combien... C'est les comités de direction où tu as 80%. Plus, sur 504 sièges, je crois qu'ils viennent tous du monde de la finance et de l'assurance, et il y a à peine un tout petit peu... Une dizaine ou une quinzaine qui sont quasiment rien. Quasiment. Et citoyennes, il y en a à peine 2 ou 3. Donc, donc quand on voit, ben voilà, je suis désolé, mais si on dit que l'ex-PDG de CTLM, qui est aujourd'hui le gouverneur de la Banque de France, donc Villeroy de Galhau, si on dit que c'est lui qui représente les citoyens, le gars qui tapait des mères isolées à 15% d'AGO, ou celui qui faisait des crédits revolving à 8%, je suis désolé, c'est pas lui qui va représenter les citoyens. Et donc il faut revenir justement à une monnaie qui soit décentralisée et une monnaie démocratique en même temps. Et c'est pour ça que moi je vois comment j'aime beaucoup les monnaies locales et citoyennes, parce que en fait ce qu'on est en train de faire, je t'en ai parlé en off, pour moi la première banque centrale ça doit être l'humain. C'est-à-dire moi en tant que banque centrale, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire je suis prêt à compenser les dettes ou les créances que j'ai avec ce groupe de personnes en qui je fais 100% confiance. C'est-à-dire que si quelqu'un me doit 100 € et que moi je dois 100 €, si tout ce groupe-là se fait confiance, on va se compenser. C'était l'économie de village, hein. C'est-à-dire que tu m'aides à rentrer le foin, hop, dans mon ledger mental, il m'a aidé à rentrer le foin, l'année prochaine, j'aiderai à rentrer son bois. J'ai une superbe histoire que je raconte comme ça sur Twitter et que j'ai mis sur mon blog Mediapart. C'est exactement ça. C'est le village heureux et l'économiste. Comment le village était heureux et centralisé autour d'un épicier qui centralise justement le travail des uns et des autres et leurs produits avec les dettes. Et comment, du jour au lendemain, il est mort et son fils économiste est venu, il a dit, non, il a tout foutu en l'air justement en appliquant ce qu'il a appris à l'université. Bon, c'était une petite blague. Mais ça, c'est de l'anarchisme, en fait. Dans un village est anarchiste parce que on a le registre mental. On se connaît et en fait, c'est l'intimité et la connaissance de l'autre qui fait la confiance. Mais le problème, et ça, c'est le grand rêve de Proudhon et de Bastiat, mais ça passe pas à l'échelle. Quand tu passes à l'échelle et qu'on se connaît plus, t'as besoin de monnaie. Et le verre est dans le fruit. Regarde bien depuis la Révolution, quel mouvement a été le plus réprimé ? C'est la Commune de Paris. Le plus sanglant. Voilà. Et moi, avant que je m'intéresse à la monnaie, tu m'aurais dit anarchie, je te dirais, c'est l'horreur absolue.
Tu vois, parce qu'on confond avec l'anomie. Non, parce que dans le langage commun, quand on parle d'anarchie, on dirait que c'est la pire des choses qui puissent exister. Mais parce qu'en fait, le désordre, on a l'impression que c'est le désordre. C'est l'anomie, ça. L'anomie, c'est il n'y a pas de règle. L'anarchie, c'est tout le monde sait ce qu'il a à faire et il le fait quand il faut. Mais alors moi, toi, tu t'es arrêté à Proudhon. Moi, je dis que celui qui avait la solution, c'est un de ses disciples. Et c'est Gesell, en fait, Silvio Gesell. Parce qu'il a dit, Proudhon n'a pas été assez loin dans sa réflexion. Et même si il l'aimait, quoi, par rapport à ses idées, etc., il dit, il s'est trompé. En fait, ce que dit Gesell, il dit que Proudhon a essayé de faire en sorte de ramener la marchandise au niveau de l'or, de la monnaie. Et Gesell disait, non, c'est le contraire qu'on doit faire. Parce que si tu fais ça, tu n'y arriveras pas. L'or est plus fort que la marchandise. Donc en gros, ce que disait Proudhon, c'est qu'il disait que la propriété permet de s'affranchir. Parce que la propriété vous rend responsable. Exactement. Et Gesell, ce qu'il a dit, lui, il a dit, l'or est trop puissant, celui qui va le posséder va dominer les autres. Pourquoi ? Parce qu'ils ne font pas, ils ne s'oxydent pas. Alors que le gars qui a des tomates, le paysan, lui, au bout d'un moment, ses tomates vont pourrir. Donc il va être obligé de les ramener dans le marché à n'importe quel prix pour s'en débarrasser. Tu comprends ? Et donc lui, il dit, c'est une des raisons pour lesquelles le financier est plus fort que l'agriculteur de nos jours. L'autre raison, c'est ce que je dis toujours, c'est que le gars qui fait des tomates, il doit planter, il doit labourer, il doit récolter, il doit travailler, voilà. Alors que l'autre, il a sur un bouton, il fait son argent, mais c'est incroyable. Ça se vend mieux en école de commerce. Et même s'il doit l'emmener derrière dans une coopérative, celle à laquelle Proudhon croyait, voilà, il faut qu'il récolte et qu'il l'emmène, qu'il déplace ses tomates. Mais la valeur, elle est là. Alors que le financier, pour déplacer son produit, il le déplace à la seconde. Il le crée à la seconde, il le déplace à la seconde. Non, on peut pas le battre, le financier. Voilà, c'est ce que disait Gesell. Et il dit ce qu'il faut faire en sorte, et ça va répondre au Bitcoin, c'est le point faible de Bitcoin que je pense, qui est pas le point faible, c'est le point fort pour ceux qui aiment accumuler de l'argent. C'est le point faible pour ceux qui sont pour une monnaie démocratique et sociale. Moi, je suis pour une monnaie démocratique et sociale. Et donc, ce que disait Gesell, il dit il faut ramener l'or, ce qu'on dirait aujourd'hui du Bitcoin, au niveau de l'être humain, c'est-à-dire qu'il soit comme les tomates, comme l'être humain, qui périsse avec le temps. Qu'on l'accepte. Tu vois, c'est une façon d'obliger l'homme à accepter sa finitude et qu'il va dépérir. Voilà. Et qu'à un moment, il va partir. Mais ça, le problème, et je vois bien, parce que tu as tout un modèle qui permet d'expliquer ça, mais ce modèle, il a besoin d'être centralisé. C'est-à-dire, il faut un État pour ça. Attention. Alors, un État, je dis pas... mais... Non, alors on va revenir à la Révolution. Il faut des États généraux, c'est-à-dire que tout le monde se mette d'accord. On se mette d'accord sur un protocole. Et le protocole, c'est quasiment le Bitcoin. C'est une monnaie au niveau de la France, par exemple, finie. Donc dur. 21 millions de ce que vous voulez. Voilà, voilà exactement. On s'en fout du chiffre, comme tu as dit, si c'est sécable. Avec une croissance qui soit finie, c'est-à-dire est limitée. Moi, je pense qu'on en a parlé avant, c'est une croissance de 3%. Et en même temps, il faut que cette monnaie soit comme celle de Gesell, c'est-à-dire qu'elle soit fondante. C'est-à-dire qu'il y a une taxe sur la monnaie, et où que soit la monnaie. C'est-à-dire que la taxe est inscrite dans la monnaie. C'est-à-dire que si tu fais pas circuler ton argent, si tu t'en débarrasses pas, on te prendra 1 centime par jour de la semaine sur tes 100 €, par exemple. Et si on te prend 1 centime par jour de la semaine, comme il y a 52 semaines, ça fait 2,60 € sur 100 €. Ok ? Et cet argent est récolté, et on en fait ce qu'on veut. Moi, je pense que cet argent doit aller, justement, pour aider à l'action sociale, et que ce soit plus les classes moyennes qui payent, justement, c'est celui qui possède le plus de capital. Voilà, c'est celui, alors capital dormant, parce que c'est capital monétaire. Ça met une flat tax. Voilà. Mais pour que ce système marche, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de faille. Une des failles, c'est de dire, les gens vont se dire, attends, je vais acheter de l'immobilier. Voilà. Et donc, il faut des tableaux, de l'or, et tout un tas de conneries qui servent à rien. Et l'autre truc, c'est que aussi, dans ce système-là, comment on va savoir qu'une personne est unique ? Et c'est pour ça qu'il faut aussi blockchain. En fait, c'est une blockchain de l'état civil, de la monnaie, du foncier. Mais pourquoi ? Parce qu'il faut reconnaître la richesse qui est endormie. Aujourd'hui, il y a 3 millions de logements qui sont inhabités, dont 1 million avec plus de 2 ans. Pour moi, des gens qui ont de l'immobilier en ce moment, alors quand on voit les difficultés qu'il y a à se loger, je pense que c'est quasiment criminel pour moi. Et pour ces gens, pour moi, emmagasinent de la richesse, ne la font pas circuler. Et soit ils doivent louer, ou soit ils doivent... ça paraît autoritaire, mais
C'est la moindre des choses. Mais tu vois, pour moi, le problème que je vois là-dedans, c'est que pour moi, c'est une solution qui repose toujours sur la même hypothèse. Il faudrait qu'on soit des citoyens complets pour faire ça. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on soit responsable et qu'on soit capable de faire des états généraux, qu'on soit capable de faire des référendums, qu'on soit capable de faire tout ça en dépit de ce que peuvent nous offrir un Facebook, un Binance ou un ce qu'on veut. Et en fait, c'est ça qu'on n'arrive pas à faire. Et en fait, le flow, pour moi, la fragilité de ça, c'est que Bitcoin ou l'argent dette ou ça, c'est exactement le même problème à la fin, c'est juste l'âme humaine. Bah alors, t'as tout... Non mais, tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai tourné en rond comme une toupie pendant peut-être 3-4 ans, 4-5 ans, et à la fin, je me suis dit, à la fin, alors, je vais pas dire la nature humaine, parce que je suis très rousseauite sur ça. Pour moi, en plus, tu es parti en Suisse en ce moment, donc pour moi, Rousseau, je suis anti-Voltaire et pro-Rousseau. Pour moi, l'homme est parfait. Il est de nature parfaite, et c'est la société qui le change. Et donc, pour moi, je suis arrivé à l'idée que, comme toi, tout dépend des caractères humains. Et ce qu'il faut faire, alors, je vais te donner la solution à ce que tu as dit, et c'est une solution qui est pessimiste. Moi, je me suis dit, je vais faire mon maximum. Je m'en fous que ça marche pas maintenant, mais si on fait un débat d'idées qui commence en France, et qui commence à porter, au début, je faisais 100 vues par jour sur Twitter. Là, j'en fais plus d'1 million par jour. Donc, je me dis, je m'en fous. Si j'ai réussi à parler à 1 ou 2 personnes, j'ai déjà gagné. J'ai fait ma part dans parce que dès que tu parles à 2 personnes et que ça devient exponentiel, ben, tu touches la société très, très, très rapidement. Donc, moi, j'ai fait ma part de boulot. Mais tout dépend des caractères humains. Et donc, on doit réfléchir à la monnaie de demain. C'est utopiste pour certains, c'est pas grave, parce que tous les actes, toutes les pensées sont projetées dans un infini. Donc, si on ne voit pas le résultat de demain, peut-être qu'on le verra plus tard. Gesell était vu comme un déluré à son époque. Keynes en parle dans un de ses livres en 1936. Il dit, mais ce gars, c'est un prophète, un peu déluré. On l'a il est tous ouf. vu. Il est ouf. Voilà, il est ouf. Mais il a dit un jour, des gens parleront de lui. Et c'est incroyable parce que moi, j'ai repris son idée. Je savais même pas qu'il existait. C'est une économiste qui est pas loin de la Sorbonne qui m'a dit, ah, ton idée de monnaie fondante, ça existe. Gesell en a parlé. Ok? Moi, c'est le grand truc des monnaies locales aussi. On a le Schko dans les Pays Basques, la Gonette à Lyon, etc. Oui, mais de monnaie locale fondante. Oui, c'est-à-dire sur la fonte de la monnaie, il m'a dit Gesell en a parlé. Et je ne le savais même pas. Et donc, moi, je suis persuadé, ce qui risque de nous obliger à nous mettre ensemble, comme tu dis, c'est peut-être pessimiste, et j'espère pas qu'on va arriver à là, et c'est pour ça que je fais tout pour qu'on n'arrive pas à là, c'est qu'on se tape tous les uns sur les autres. C'est quand tu regardes, après la Deuxième Guerre mondiale, on a créé la sécurité sociale, on a nationalisé les banques, les assurances, les grandes industries, on a fait du crédit commercial et industriel, on a fait en sorte qu'il n'y ait plus de spéculation, et donc on a eu un peu un monde idéal pendant 20 ans, mais le propre de l'homme est d'être un oublieur. Et d'être corrompu par la facilité. Exactement. C'est-à-dire que, tu sais, j'adore les cycles d'envol et de chute des empires. Et en fait, c'est ça, je veux dire, quand t'as plus faim, bah t'arrêtes de bosser, quoi. Et je pense qu'il y a des cycles, il y a des moments où on est fort, il y a des moments où on est faible, c'est des respirations. Je veux dire, la vie est toujours oscillatoire, il y a rien, tu vois, qui soit construit droit et qui tienne en équilibre. Ça existe pas, c'est toujours des oscillations, c'est comme ça. Même un cœur qui bat. Voilà. C'est Dalio qui en parle, je sais pas si oui, bien sûr, Rise and Fall of Empires, c'est sur ces travaux que je me base. Et en fait, moi, je dis aux gens, franchement, ces cycles, vous y échapperez pas, et en plus, vous n'avez aucune prise dessus. Je veux dire, le mec qui théorise la démocratie en temps de paix dans une dictature où tout le monde mange, il perd son temps. Parce que tout le monde s'en fout. Et le mec qui parle de la liberté, de la privacy sur aujourd'hui, alors qu'il y a Facebook et que ça gêne personne, tout le monde s'en fout. Oui, mais c'est des graines que tu sèmes. Ouais. C'est des graines. Oui, bah moi je dis, au lieu de regarder le monde, regardez-vous, vous-même, parce que vous pouvez changer. Vous avez toute l'attitude d'action sur vous. Et franchement, faites votre taf. Et moi, on en parlait avant, pourquoi je suis parti en Suisse. On aurait pu rester avec ma femme et les enfants dans le Jura, la couler douce pépouze, parce que on avait le capital, et on se dit, bah hop, allez, on arrête, et tu dis, ouais, mais mourir à 40 ans, c'est relou quand même. Donc, et tu te remets en danger. Mais, franchement, moi, je dis à chaque personne qui nous regarde, ayez la volonté de vous mettre en danger, et vous vivrez heureux. Et après, le monde, bah, faites avec ce qu'il y a, quoi. Mais si vous achetez du Bitcoin aujourd'hui, c'est dans une optique de remise en cause, c'est dans une optique, vous saisissez l'opportunité, mais ne croyez pas que la société va résoudre des problèmes, ou travaillez à votre distance, et faites ce qui est bien, et prenez des risques pour toucher tous les gens que vous pouvez toucher.
Et puis, l'univers et le cosmos, les gars, tu sais... Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur ça, tu vas voir. Alors, là où je suis d'accord, c'est que, individuellement, la solution est en chacun de nous. On peut pas essayer de changer la société si nous, on change pas ce qu'il y a en nous-mêmes. À l'échelle de soi, on peut tout. Ça, je suis plus que d'accord avec toi. Et c'est pour ça que moi, en fait, j'allie l'action. Donc, c'est le côté personnel, entrepreneurial, familial, avec mes amis, etc. Et aussi la parole, le côté politique. Et côté politique, des fois, j'y crois pas. Parce que c'est ce que tu dis. Moi, je donne toujours l'histoire je l'ai écrit aussi, c'est une fable avec, je suis sur un TGV et je passe de wagon en wagon pour dire, mais on va s'écraser contre le mur. Et au début, je tombe sur ceux qui sont en train de s'embrouiller sur Facebook, etc. Et bien, nous, on n'a pas le temps. Après, je vois ceux qui disent, oh, attends, nous, on n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Je passe à la phase d'après, mais qu'est-ce que tu racontes? Tout va bien. L'univers s'en fout. Voilà. Et après, j'arrive là où il y a tous les gens des banquiers centraux, etc. Et je me dis, ah bah, eux, ils vont savoir. Ils disent, oui, on sait, mais... Mec, on est en première classe, on s'éclate. Si on prévient tout le monde que c'est à cause de nous que ça va exploser, que le train va s'éclater et qu'il n'y a plus de train, ils vont venir, ils vont tous nous tuer. Donc on va en kiffer jusque le train tape à la gare centrale, tu vois. Et là, j'ouvre, c'est ce que je raconte dans ce texte, j'ouvre la cabine pour voir qui conduit ce TGV, parce que je me dis, mais qui est au-dessus des banques centrales, en fait, dans ce monde-là? Et là, j'ai vu que c'était nos désirs. Et je parle de dictature des désirs. L'âme humaine. L'âme humaine. Et c'est pour ça que tant qu'on a à manger, etc., et que tout va bien, et qu'on peut taper sur le voisin d'à côté, et que ça nous aide à passer du temps, ben c'est super. Et ah oui, on a le foot aussi, voilà, donc tout va bien. Voilà. Et on va attendre que les gens, justement, comprennent qu'il y a des choses plus importantes. Et c'est là où les choses risquent de changer. Et pour moi... On évolue dans les crises. Voilà, et pour moi, alors là, toi, tu dis, on peut rien contre les crises, et ce que j'appelle, moi, des crises, c'est des périodes maniaques, c'est des périodes dépressives. Et dépressives, et encore une fois, si je pense qu'on a des périodes maniaco-dépressives, et Dalio l'explique bien, c'est à cause de la monnaie dette, parce qu'on a l'usure qui est de nature exponentielle, et qu'à un moment, on dépasse les limites, on va plus loin que ce que la Terre et l'homme est capable de gérer, et c'est pour ça qu'on a des retours, et des retours qui s'accélèrent. Pourquoi? Parce que ça, c'est vraiment technique. C'est que si la monnaie repose sur le crédit, en fait, grâce à l'histoire du collatéral et du levier, ben, on peut croître plus, on peut être alors, tu sais, on parle tout le temps de pays en développement et de pays en sous-développement. Non, moi, je pense pas que c'est ça. Moi, je pense qu'il y a des pays en surdéveloppement et des pays en développement. Les pays, ce qu'on appelle les pays en sous-développement, les pays pauvres, ils vont à leur pace en anglais, à leur rythme, voilà, pardon. Ils vont à leur rythme. Nous, on va à un rythme accéléré. Et justement, à chaque fois, on le paye. Et on le paye même sociétalement. Parce qu'en ce moment, des gens me disent, mais comment tu peux être si visionnaire ou si bon sur l'économie et t'es si mauvais sur le sociétal? Non. Parce que moi, quand je regarde, par exemple, pourquoi il y a un problème d'immigration en France, je le ramène encore une fois à cette idée d'usure. Que pour moi, on est en guerre, en fait. Quand je me dis pourquoi il y a le virus, et je peux t'expliquer pourquoi ces deux phénomènes, pourquoi il y a le virus, encore une fois, je le ramène à l'usure. Quand je me dis, mais pourquoi il y a eu du colonialisme, et pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup d'immigrés d'origine maghrébine en France, je le ramène à l'usure tout le temps. Et une fois que j'ai découvert ça, ça m'a apaisé, ça m'a calmé. Alors, je peux t'expliquer vite fait les trois trucs. Par exemple, le colonialisme, je me suis toujours cru, moi je suis d'origine tunisienne, mes parents sont tunisiens, je suis français, mais d'origine tunisienne. Donc je me suis dit, mais pourquoi mon père en 62 est venu en France? Quand je lui explique, il me dit, ils sont venus au village, ils l'ont toqué les genoux, ils l'ont pesé, ils ont vu qu'il était grand et fort, et allez viens. Et lui, il m'a expliqué qu'il a ramené tout le monde derrière, parce que son boss lui disait, mec, on manque de main d'œuvre, ramène du monde. Tu connais pas des petits cousins qui veulent venir, etc. Ça, c'était dans les années 60. Voilà, pourquoi? Parce qu'on était en reconstruction, on allait trop vite. C'est-à-dire qu'on était dans des cycles économiques où on pouvait produire, il y avait de la croissance, et on avait besoin de main d'œuvre. Ouais. Problème quand les mecs viennent, s'installent. Il y en a plein qui sont partis, dont mes parents en 79, sont partis avec la prime Giscard. Mais quand leurs enfants, moi, mon frère avait peut-être 11 ans, il a dit, mais ça va pas, je vais pas rester ici, moi je suis né en France, je vais retourner la Tunisie. Ils sont revenus 2 secondes après. Voilà, parce que c'est comme ça, une fois que tu t'enracines dans un pays. Et voilà, encore une fois, c'est lié à justement qu'on va trop vite. Bien sûr qu'il faut reconstruire la France. Mais allons-y à notre rythme. Pourquoi on a besoin de ramener plein de monde d'un seul coup et pour philosophique, mais pourquoi plaire au boss? Quand je regarde la Tunisie ou le Maroc ou l'Égypte, comment ils ont été colonisés, moi j'ai toujours cru que c'était avec des armes. Mais c'était avec l'arme de la dette. Aucune balle n'a été tirée.
C'est seulement des signatures sur des traités de dette. Et en Vienne, en 1880 ou 82, la France a déclaré, il y avait une réunion internationale, elle a dit, mais regardez, la Tunisie fait défaut, feu vert, allez-y, on fera rien. Et en fait, c'est marrant parce que pareil avec le virus, hein. Avec le virus, pour moi, c'est toujours cette histoire où je dis que le crédit, l'usure, c'est une accélération du temps. On ramène à aujourd'hui ce qu'on aurait dû gagner demain et consommer demain. Donc on a toujours une avance sur le temps, on court après le temps. Et en fait, à un moment, les corps et la terre ne suivent plus. Et on est plus fragile. Et c'est pour ça qu'il y a des virus. Tu vois? Et c'est exactement ça, en fait. Quand des corps sont fatigués, quand des corps n'en peuvent plus. On le voit en Angleterre en ce moment, 60% des gens veulent démissionner de leur boulot. C'est triste quand même. Hein. Le Covid, quand ça s'est arrêté pendant le confinement, en fait, beaucoup de gens ont trop réfléchi. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on nous a obligés à faire le vaccin, aller retourner au charbon, parce que quand tu prends le RER, comme ce matin j'ai pris le RER, d'ailleurs une aparté, c'est la première fois quasiment en 10 ans que je prends le RER, c'est incroyable les gens, comme on dit de nos jours, qui ont été racisés dans le RER. C'est-à-dire qu'ils sont arabes ou noirs, et après quand je vais sur Twitter, ils veulent notre CAF, c'est des feignants, ils travaillent pas, ça me touche aussi. Je me dis, mais dans ce RER, à 7h du matin quand je suis venu, c'était énormément de gens qui sont comme toi et moi, même plus, qui travaillent. Mais ça me fait mal au cœur quand je vais sur les réseaux sociaux, on parle que de CAF, etc. Voilà, c'est ce que je veux dire, moi, c'est que c'est plus compliqué qu'on ce qu'on croit à la vie. Il y a des raisons profondes, justement, à ce mal-être sociétal, et aller pointer du doigt quelqu'un parce qu'il est arabe, il est noir, il est musulman, j'aime pas ces noms-là. Voilà, c'est quand même la facilité. Il faut peut-être réfléchir un peu plus haut et réfléchir et se dire mais comment et pourquoi ça s'est produit et comment on peut faire en sorte que ça ne se produise pas, parce que c'est vrai, hein, n'importe quel, je suis pas immigrationniste et je comprends tout à fait que la culture doit être un peu préservée et que on peut pas, comme disait Chirac, accueillir toute la misère du monde, ou Rocard, je ne me rappelle plus qui a dit ça. Rocard a dit on peut pas accueillir toute la misère du monde, mais on doit prendre sa part. On doit prendre sa part. Mais même la misère, qui la provoque? Moi, je me dis toujours, parce que j'habite en Angleterre, quand je vois, par exemple, quels sont les gens qui parlent arabe et qui sont en Angleterre, c'est des Koweïtiens, des Saoudiens. Pourquoi? Parce que, par exemple, le Koweït a été sous mandat britannique. L'Irak aussi, à un moment. Et donc, je me dis, ces gens sont allés en Angleterre. Et comme par hasard, comme ils ont de l'argent, etc., ils posent aucun problème. Ils sont tous à Mayfair, à Knightsbridge, etc. Donc, c'est pas un problème de culture. Ils posent aucun problème. Ils sont accueillis les bras ouverts et ils ont de l'argent. Et pourquoi, moi, je me dis, pourquoi mes parents sont venus en France? Parce que, moi, ma mère, pour elle, à l'école, on lui expliquait que la France, c'était le pays de la démocratie, le pays universaliste, etc. Donc, elle avait une bonne image de la France. Elle est venue en France parce qu'ils parlaient français. Donc, ça n'a rien à voir avec toutes ces questions, ils viennent pour la CAF ou pas la CAF, etc. C'est incroyable, ça, qu'on en arrive ou l'AME, etc., qu'on arrive justement à faire des discours si simplistes. Et ça me touche, en fait. Et encore une fois, pour moi, c'est lié, justement, à notre économie et à la monnaie. Et donc, si je comprends bien, en fait, le point, je pense, qui nous distingue le plus, c'est que toi, tu penses que ces cycles, en fait, économiques, ils sont liés justement à une mauvaise gestion de la monnaie et qu'on pourrait avoir une croissance plus stable et moins forte avec moins de chocs. Et moi, personnellement, je pense plutôt que ces cycles sont liés à la nature même de la vie. C'est-à-dire que si on est et qu'on meurt, c'est parce que c'est le moyen le plus efficace d'évoluer. Et que ces cycles, quand on veut un système en équilibre, et l'équilibre métastable, ça n'existe pas dans la vie. Il faut forcément des oscillations. Et aujourd'hui, là, on est dans le creux. Tu sais, quand une cellule, quand elle respire et elle expire, à un moment, elle emmagasine de l'énergie et l'autre, elle évacue les déchets. Et si tu fais que inspirer pour avoir plein d'oxygène, tu meurs. Tu vois. Et il y a, je pense que le monde est fondamentalement oscillatoire et que c'est à toi, en fait, de trouver ta place à l'intérieur de ces cycles. Mais je pense qu'à mon avis, on devrait être... Non, c'est intéressant ce que tu dis aussi. Et on pourrait... j'aurais plein de trucs à en dire, mais ouais. Merci beaucoup, Anis. Merci à toi. C'est super. Merci.